Bon, bonsoir, merci d'être là, d'être nombreux et merci avant tout Alain Mavankou d'être là, d'être nombreux lui aussi, pour parler de ce nouveau roman qui est paru aux éditions du Seuil et qui s'appelle Le commerce des allongés. Donc rien que le titre déjà est tout un programme. Je ne sais pas qui l'a lu, est-ce qu'il y a des gens... Bon, en fait, il n'y a pas vraiment de divulgachage à craindre, en fait. Je pense que le parcours est assez clair quand on commence le livre. C'est l'histoire d'un jeune homme, Liva Ekimakingai, excusez-moi, c'est à peu près comme ça qu'on Ça dit, va. qui se réveille sur une tombe et qui met quelques temps, quelques instants, quelques heures même à réaliser qu'en fait il est mort et qu'il va devoir accomplir un périple dans le passé, dans les 4 jours qui se sont écoulés entre sa mort et le moment où il s'est réveillé, pour entrer, et on y reviendra aussi, s'il vous plaît, Monsieur Mabonkou, dans le plus grand rêve de sa mort. Donc, il est mort et il va rencontrer sur son chemin tout un tas d'autres morts, d'autres personnes mortes, des personnages en général assez hauts en couleur, assez fantastiques. Et il va devoir aussi, pour comprendre un peu ce qui lui arrive, se replonger dans son enfance, dans son parcours de jeune homme. Et ce parcours va durer, le parcours, pardon, il va remonter le temps jusqu'à sa mort. Enfin, oui, c'est ça, il va remonter le temps jusqu'à sa mort. Et nous allons le suivre à la découverte des circonstances qui ont amené à cette mort. Alors c'est un roman qui est baroque, qui est digressif, qui est un conte, une fable, un ensemble de contes, peut-être même un recueil de contes, oui, c'est possible. C'est un roman allégorique, c'est aussi, je pense, un roman satirique, c'est évidemment un roman social. C'est peut-être un roman de formation, et c'est un roman fantastique, enfin bref. Euh, vous le définiriez comment cet objet en termes littéraires et avant toute chose, est-ce que mon résumé était à peu près correct? J'ai rien Oui, oui, oublié. c'est bien. Donc voilà. Bon résumé, sans, sans rajout, je pense que là, vous êtes allé à l'essentiel. Donc, je résumerai ça comme... c'est difficile toujours de dire roman, parce que maintenant, de nos jours, tout est roman. Moi, je pense que c'est pour ça, moi, je préfère plus me caractériser comme un conteur. Je raconte une histoire. Et tout simplement parce que les livres que j'ai aimés jusqu'à présent sont les livres qui ont été portés par le conte, le souffle. Le conte, ça fait appel un peu à une bonne dose du surnaturel, une bonne dose peut-être de l'exaltation, une bonne dose aussi de la folie de celui qui raconte une histoire. Si vous voulez un roman classique, sujet, verbe, complément, et hop, vous pouvez y aller. Il y en a un, subjonctif imparfait, ça va. Mais après, vous avez des conteurs. C'est pour ça qu'on aime. Moi, j'aime lire les contes qui parfois sont pour les enfants. C'est là que les écrivains se lâchent. Un écrivain qui ne se lâche pas, bon, ça va. Il a fabriqué une bonne histoire, on a lu. Mais si vous vous lâchez, si vous commencez à faire marcher les personnages la tête en bas, les pieds en l'air, si les avions, au lieu de passer par le ciel, passent par la terre, si au lieu d'aller tout droit, si vous voulez aller tout droit, en fait, il faut reculer. Mais il faut une certaine patience pour enchaîner le lecteur ou la lectrice et lui dire c'est fini le monde de la réalité, maintenant tu rentres dans l'irréalité. Ça prend un moment. On prépare, on marine, on travaille au corps, on travaille à l'esprit, jusqu'à ce qu'il y ait une sorte de somnolence qui va habiter le lecteur ou la lectrice. Et puis, paf, elle va oublier qu'il y a une marmite au feu. Elle va oublier qu'il y a l'émission de Voice qui est en train de passer. Ça y est, il se retrouve quelque part dans un coin du quartier de Pointe-Noire, au milieu de ces personnages comme la grand-mère Lembe, au milieu de ces personnages comme la Bouanga Sabine qui vend au marché. Il se retrouve dans le quartier riche de Pointe-Noire. Il va voir les inégalités qui existent, les pauvres qui vivent dans les bidonvilles, les riches qui vivent dans l'ancienne ville coloniale, et le cimetière des pauvres se trouve du côté des bidonvilles,
Et les cimetières des riches se trouvent aussi du côté du quartier colonial, donc riche. Donc on peut vous enterrer à côté des blancs, ce qui pour beaucoup, ça donne des galons dans la société. Et donc, on se rend compte que les inégalités sont déjà là, dans la vie comme dans la mort. Chacun voudrait bien habiter au cimetière Frère Lachaise ou Père Lachaise chez vous ici. Mais c'est difficile. On peut réussir tous les examens de la terre, mais la plupart du temps, on va échouer pour rentrer au Père Lachaise ici. Parce que c'est quand même... les gens viennent du monde entier pour visiter un cimetière. Ils ne visitent pas le cimetière des pauvres. Alors que c'est là que se passent les choses les plus palpitantes. Le commerce, les dialogues, là où se retrouve finalement mon personnage, et ce personnage qui va finalement découvrir qu'il a survécu ou bien qu'il a ressuscité. Il a envie de descendre dans la ville pour aller un peu régler un certain nombre de choses, mais il n'a pas encore les éléments nécessaires pour avoir l'autonomie de l'esprit. Il y a un certain nombre d'exercices qu'il faut faire. Il les fait, il faut qu'il se rende compte qu'il a le sens du toucher, il faut qu'il se rende compte qu'il a le sens de l'odorat, la direction aussi. Parce qu'en principe, quand vous allez dans l'autre monde, vous êtes perdu. Vous avez oublié, on a effacé la mémoire de la réalité. Mais il y a des spécialistes dans les cimetières qui sont là pour aider les nouveaux venus. Donc c'est là où il croise le DRH, le directeur des ressources humaines. Voilà, qui va lui dire, écoute, je vais te faire... voilà, donner des éléments pour que tu retrouves le sens de la direction. Et dès qu'il a retrouvé le sens de la direction, il veut se précipiter pour aller se venger. On se dit, calme-toi, ça ne se passe pas comme ça. Et là, il voit défiler chaque personnage, que ce soit la maman qui a perdu des juments à l'époque, que ce soit un ancien musicien qui s'est retrouvé dans le cimetière parce qu'il voulait du succès. Il était allé voir les marabouts et les marabouts l'avaient rendu bossu, mais il n'est pas bossu pour rien. Dans la bosse, c'est parce qu'il y a les esprits qui habitent dedans. Et ce sont ces esprits-là qui modulent sa voix, qui lui donnent la plus belle voix des orchestres de Pointe-Noire. Mais il s'est retrouvé là-bas aussi. Il doit raconter son histoire à l'autre. Et bref, il y aura au moins une galerie d'une 7 ou 8 personnages principaux qui vont raconter à mon personnage leur calvaire, si on peut le dire ainsi, et leur sérénité, bonheur de rester là. Et puis on va lui dire, mais pourquoi tu vas aller là-bas alors que tu as la chance d'être à la fois ici et de vivre? Mais il a une mission, et c'est cette mission-là qu'il va vouloir accomplir en retournant, et on se rend compte que la cause de sa mort n'est pas aussi simple qu'on le croyait. Ça influence toute l'histoire de la ville, toute l'histoire pratiquement même du Congo, voire même les éléments des cultures africaines. Sa mort va être vraiment le symbole même des pratiques les plus obscures auxquelles se livrent les hommes qui ont le pouvoir en Afrique. Et s'il revient, c'est peut-être pour affronter ce pouvoir-là. Parce qu'en fait, à part les éléments de fantastique qui sont bizarres, choquants, provoquants, en tout cas pour le lecteur qui a les deux pieds dans la rationalité, je trouve que la première chose qui est étonnante dans le livre, la première chose qui se dessine et qui est vraiment très très étonnante, c'est l'ampleur des funérailles de Liwa, où on voit qu'il y a quasiment tout Pointe-Noire qui va arriver pour assister à ces funérailles. Alors, il y a un côté presque ethnologique de ce que vous racontez dans l'organisation des funérailles. En ça, peut-être que c'est aussi déjà le commerce des allongés. Mais c'est vraiment... il va nous falloir tout le livre pour comprendre à quel point... Alors, c'est mentionné là aussi, vous amenez les choses petit à petit, vous nous endormez, puis vous nous dites, ah oui, je sais pas, on doit être à 150 pages. Ah oui, non, mais sa mort, quand même, on en a parlé à la radio. Ah bon, tiens, pourquoi on en a parlé à la radio, etc., etc. Et c'est... parce que le fantastique aussi, assez traditionnellement, c'est un moyen d'éviter la censure. C'est-à-dire on a envie de raconter des choses qui sont pesantes, qui sont lourdes, tout ça, mais on ne va pas dire évidemment que c'est le maire, c'est le chef d'État, c'est le conseiller municipal. Non, non, ce sont des démons, ce sont
Est-ce que ça fait partie de l'importance de pouvoir faire, enfin, pardon, est-ce que c'est un outil supplémentaire pour faire ce roman avec une forte dose de critique sociale que d'y mettre des personnages fantastiques, des éléments irrationnels? Est-ce que vous récupérez cette tradition-là ou est-ce que c'est juste pour le plaisir de replonger peut-être d'une manière complètement ludique dans l'univers des contes? Ben, disons que pour nous, ce n'est même pas une surprise. On a toujours vécu avec l'idée selon laquelle qu'il y a deux mondes, sinon même plusieurs. Donc, ce qui est irrationnel, pour nous, rentre dans le quotidien de la vie. Quand on était tout petit, on nous disait toujours, ton père ou ta mère te demande d'aller faire une course au marché, tu dois aller faire ta course, tu ne regardes pas les gens dans les yeux, parce qu'au milieu de la foule du marché, il y a des vrais gens et des gens qui viennent du cimetière pour faire des courses aussi. Donc vous imaginez, hein, donc on se côtoie entre un défunt qui est arrivé pour acheter un casier de vin de palme et vous achetez les noix de palme pour maman à côté. Voilà, parfois vous dites, j'ai vu un type qui ressemblait à mon oncle. Mais peut-être c'était l'oncle, il est venu acheter parce que là-bas aussi, parfois, il y a des pénuries dans les cimetières. Hein. Donc voilà, croyez pas que c'est la manne. Hein. Donc tout le monde là-bas veut manger le plat qu'il mangeait du vivant. Mais il faut descendre. Il n'y a pas de palmier à l'intérieur de ce cimetière. Donc ils doivent descendre pour aller faire les courses. Et pour cela, ils doivent prendre l'enveloppe des personnes humaines. L'esprit, le corps, l'esprit, il est là, mais il faut envelopper ça dans quelque chose. Et donc, pour nous, on entend ça depuis qu'on est enfant. Et quand on est en train de manger, on arrête tout, pas pour la prière comme dans les familles occidentales, mais pour verser beaucoup de vin dans un coin pour que les parents boivent, les ancêtres qui sont partis. Donc ils vivent là. Et quand parfois quelqu'un est mort, on vous laisse un élément de ce mort-là pour que vous l'ayez toujours avec vous. Et s'il y a un problème, vous prononcez son nom, la solution est trouvée immédiatement. Le pire ou le bonheur, c'est que ça marchait. Hein? Vous êtes dans la galère. Ah, j'ai faim, si je pouvais ramasser 10 francs. Vous marchez 10 minutes plus tard. Ah, tiens, il y a 10 francs. Mais vous allez croire. On a toujours vécu dans l'irrationalité. On a toujours vécu avec la présence des sorciers. Donc, ils sont là. Quand j'ai un problème, on va voir un sorcier, on règle le problème. Moi, j'étais fils unique, donc pour ne pas me faire brimer par les gaillards à l'école, ma mère m'a amené chez un sorcier pour qu'on me fasse des scarifications. Hein, et le sorcier a testé si ça marchait. Voilà, on prend une bouteille, on tape sur votre tête, la bouteille, paf, sa bouteille éclate et vous n'avez rien. Ah ben oui, on appelle ça les makubungo. Donc quand il y a la bagarre, vous sentez que le gars, il est en train de transpirer, il tremble. Les gens prennent la poudre d'escampette. On dit, ah là, lui, il a été voir un sorcier. Donc, tous les enfants, notre protection, c'était, il faut trouver quel est le sorcier qui a le meilleur coup de tête. Donc, vous le voyez, il travaille, il écrase voilà, la peau de, je ne sais pas, les écailles de boa. Il rajoute un peu avec un croc de, je ne sais pas quel serpent. Puis, il met des petits piments à l'intérieur. Et puis, on vous scarifie, on le met, ça pique. Et quand vous sentez ça, on dirait le courant électrique est rentré dans votre corps. Et quand il y a une bagarre, quand on dit attention, celui-là, il a le makubungo, tout le bar s'enfuit. Parce que pour calmer ce type, il doit taper tous les bars. Donc quand il a déjà commencé à taper tout le monde, il se retourne, il n'y a plus personne. Je ne sais pas si c'est... Ici, c'est irréel, mais moi, j'ai vu. Le bar dans lequel ça s'est passé, ici, vous dites bar, dans le livre, le bar Joli Soir, ça existait, c'était le bar de mon oncle. Donc, le bar de mon oncle est là, nous, on habitait à côté. Donc, je voyais bien les bagarres qui étaient là. Le monsieur, on a pris sa femme, il arrive, depuis 20 heures, la femme danse la rumba avec un autre homme. Bah, on est allé chercher quelqu'un qui a un coup de tête dans le quartier et on lui donne 100 francs et dit tu peux aller tabasser le gars. Il vient terrasser tous les bars. Ah oui, oui, la police ne vient pas. Parce que la police aussi a peur quand même de celui qui a... Il y a des camons, on appelle comme ça. Donc pour nous, on vivait dans ces traditions
où il y avait le monde de la rationalité qu'on essayait de nous inculquer à l'école, avec notre côté, notre partie occidentale de la culture. Puis il y avait le côté africain, pour lequel on savait que si on avait besoin de quelque chose, c'était plus rapide que la rationalité. Parce que si vous attendez que Dieu amène quelque chose, c'est trop tard. L'Africain, il est pressé, donc il arrive, le sorcier, c'est tout de suite. Donc, je vais avoir cette femme, il n'y a pas de problème, je vais te mettre un parfum. Il met un parfum, des éléments, et dit, voilà, vous mettez ce parfum, vous tournez 3 fois autour de la maison de la femme, et la femme va sortir. Évidemment, le parfum, ça sent. Donc, voilà. Donc, si la femme est là, ça sent là, c'est toi qui as le parfum. Je dis, ça y est, ça a marché, et vous discutez grâce au parfum. Et c'est là que... Et mon grand frère lui-même, il draguait une fille, mais ça ne marchait jamais. Jusqu'à ce qu'un nouveau sorcier était venu dans le quartier, il s'appelait Zéro Faute. Et donc... Il est dans le livre. Voilà, il est dans le livre. Donc, il lui a donné une plante, et a dit, vous plantez ça et arrosez, plus la plante va pousser, la fille va perdre la tête. Mais moi, je voyais la plante pousser, la fille a perdu la tête. Sauf qu'il y a encore un candidat qui voulait la même fille. Il est allé voir le sorcier. Il a dit, non, tu vas chez lui, tu coupes la plante. Voilà. Et il est allé couper la plante. Le lendemain, c'était fini. Voilà. Donc, vous voyez. Mais ça, si on explique ça, on a dû arrêter vos affaires là. Moi, j'y crois. C'est ça que j'allais dire. Le roman, le livre, puisqu'on n'est pas sûr que ce soit un roman, comme vous disiez, il est à lire au premier degré. Il n'y a pas à dire, ouais, c'est de l'autosuggestion, et trucs comme ça. Non, C'est simplement... Comment je peux dire, la langue française qui est habitée par un autre univers. C'est ça le problème. La langue française, c'est une enveloppe dans laquelle je mets mon message à l'intérieur. Parce que ça va se charger de distribuer nos croyances et nos obsessions. La force, c'est qu'on a appris par les lectures à lire les romans, à écrire les romans, à apprécier la littérature. Et on s'est dit, et si tout ce bagage-là était un bagage qui était nécessaire dans le discours littéraire? C'est ça. Parce qu'à l'époque, même ici en Europe, c'est comme ça. Les chansons de troubadour, la mare au diable, toute la littérature, c'était les réalités. Vous dites les romans ruraux, les romans de ceci. Ce sont ces réalités-là qui viennent habiter à l'intérieur de la langue. Sauf que à l'époque du croisement de l'Occident avec nous autres les Africains, les Occidentaux pensaient qu'ils avaient le monopole de l'explication du monde. Et donc ce que vous avez eu, c'est l'explication occidentale du monde. Ce dont vous avez besoin maintenant, c'est l'explication par ces gens qui autrefois étaient considérés comme des sauvages, qu'ils expliquent eux-mêmes leur réalité, parce que, comme on dit, quand la chèvre est là, il ne faut jamais bêler à sa place. Donc nous, on arrive, on le fait. Voilà, pour votre bonheur. Et du coup, une question que je me posais en lisant votre livre, c'est est-ce que pour vous, ça existe encore la littérature générale, la littérature rationnelle, qui ne soit pas de la littérature de genre? La littérature générale n'existe pas. Toute littérature est particulière, parce que celui qui écrit a sa manière d'expliquer la réalité française. Je veux dire que quand je lis Pierre Michon, et que je lis Houellebecq, ils ne sont pas dans la même comète quand même. Hein. Chacun va de son... Quand je lis l'Ecclésio, c'est pas... je ne sais pas, c'est pas Yann Moix. Ah non. Ben voilà, donc il y a 2 dimensions quand même. Hein. Je parlais de la littérature... Il y a la profondeur et la surface. Donc il faut savoir aller dans l'essentiel. Donc voilà. Je parlais de la littérature générale en tant qu'on l'oppose en général aux littératures de l'imaginaire ou aux littératures de genre. Tout ça, oui, moi je pense... Parce que vous avez pratiqué le policier, vous avez pratiqué le conte, vous avez pratiqué la chronique. Oui. Et puis je me suis rendu compte que le roman, c'est l'ensemble de tout ça. Il ne faut jamais séparer les choses. Le romancier, c'est celui qui peut faire du bouillon. Un bouillon bien réussi, avec tous les éléments, et tu donnes un goût. Je peux rater, hein. Il est arrivé des bouillons, j'ai raté totalement. Hein. Vous avez mangé, c'est trop salé, c'est trop pimenté, c'est trop gnagnagni. Mais de temps en temps, parfois, il y a un petit bouillon, on dit, ça, j'aimerais bien en prendre encore 2 cuillères. C'est ça, le bouillon. On vous met un peu de saka, du piment et des bananes plantains. Vous le mangez, vous oubliez le riz et le pain pour un moment, pour manger cela. On a besoin de tout cela parce que ce ne sont pas que des réalités africaines, ce sont les réalités françaises. Ça prouve que le destin que nous avons
il est là. Nous, on a lu les auteurs européens qui parlaient de l'Afrique, hein. Les Conrad, les Albert Londres, les Joseph Kessel, tous ces écrivains. Et à l'époque même de la littérature, avant la colonisation, ce qu'on appelait la littérature d'exploration et les littératures d'expédition, les écrivains africains, c'était les Blancs qui avaient fait les colonies ou qui avaient visité l'Afrique. Parce que quand ils venaient en Europe et publiaient, les éditeurs voulaient les distinguer des écrivains blancs qui n'avaient jamais voyagé. Donc ces blancs-là, on les appelait les écrivains africains. Et ils faisaient la littérature africaine. Sauf qu'ils n'avaient pas la couleur locale. Donc il y avait une sorte de littérature africaine à côté, où les gens de ces années-là, 1910 ou quoi là, je vais lire un peu la littérature africaine, ils vont lire les littératures d'exploration, les aventuriers qui vont là-bas, 14 gorilles leur ont tendu un coup d'état dans un coin, ont attrapé le pauvre blanc et puis le dépecé pour le manger, et puis hop, l'idée de l'anthropophagie se répand là-dessus. Mais ils n'avaient pas l'âme des sociétés africaines. Et moi, quand j'écris le commerce des allongés, je suis à l'intérieur de l'œuf. Je ne suis pas en train de le regarder de loin puisque je viens de là. Je donne la croyance que j'avais quand j'étais enfant. J'explique comment les veillées se passaient. J'explique comment la mort était plutôt une fête où on dansait, où on buvait, où on venait draguer, où le cadavre surveillait tout le monde, les bavards, ceux qui ne venaient pas le voir, etc. etc. Donc c'est ces rites que je sais expliquer dans les 4 jours qui ont précédé l'enterrement. Parce qu'il est mort, quand il était mort, il est resté quand même 4 jours exposé, tout le monde venait là. Sauf que nous pensons que le mort peut voir ce que nous sommes en train de faire. Et ce qui est drôle aussi, je ne sais pas si ça vaut le coup qu'on s'y attarde, mais le gardien du cimetière, lui, il a un livre de magie, mais lui, son livre de magie, c'est la Bible, en fait. Voilà. Au rebours de tous les autres qui n'ont pas de livre et qui pratiquent la magie, lui, sa magie, c'est le christianisme, quelque part. Lui, il a la Bible et puis la radio. La radio est importante parce que nous, on a souvent... le taux d'audience de la radio, ce ne sont pas les émissions, c'est le moment où on fait les communiqués nécrologiques. Tout le pays est branché. Parce que c'est comme l'appel, hein. Vous entendez toujours monsieur un tel mort, je ne sais pas, à la suite d'une longue... Tout le monde meurt à la suite d'une longue maladie. Donc on ne dit jamais les conditions, voilà. On dit où se passe la veillée, voilà, etc., etc. Donc, dès que ça arrivait à 18h, la nation entière était branchée sur la voie de la révolution congolaise. Le président commençait par faire un discours général, puis on commençait la liste des morts dans le pays. On commençait Brazzaville, Lubomon, hein, mais vous n'écoutez pas que Brazzaville et que Pointe-Noire. Peut-être qu'il y a un parent qui est mort à Ouando, donc vous êtes obligé d'écouter pendant 1 heure les communiqués nécrologiques. Et il y en a, après, ils ferment la radio, hein, puisque c'est tout ce qu'ils voulaient savoir. Mais il y en a comme mon père, il continue à écouter. Ah, l'ayatollah Khomeini, hop, écoute, c'était l'époque de la guerre de l'Iran, etc. Donc, lui, ce gardien des cimetières, il a la Bible et la radio. Il écoute la radio pour savoir qui va venir dans son cimetière. Et voilà, donc il entend, il est mort dans le quartier des pauvres, donc il va finir chez nous. Et donc, pendant 1 semaine, s'il ne le voit pas venir, il dit, mais tu étais où, quoi? Donc, voilà, tu t'étais égaré ou quoi? Donc, il doit savoir qui va venir, hein, pour qu'il se prépare déjà. Donc, lui aussi, il est là pour expliquer aux nouveaux venus qu'il y a un certain respect à tenir auprès des gens qui sont là avant toi. Et il écoute la radio aussi, puisque je crois que c'est dit en toutes lettres dans le livre, là, en fait, l'administration ne marche pas, et que s'il n'y avait pas la radio, il ne saurait pas qui sait combien il va avoir de morts à enterrer le lendemain ou dans la semaine. Donc. Alors, une chose qui est très frappante dans le livre, et dans votre œuvre en général, à y repenser un peu plus longtemps, c'est que vous semblez doté d'un très fort sentiment urbain. Sentiment urbain de la géographie. En fait, c'est clairement, bon, c'est un peu un cliché, mais c'est vrai que la ville de Pointe-Noire est un personnage à part entière dans le livre.
et que sa géographie a énormément d'importance. On se croirait presque chez Balzac, où l'adresse, si le héros habite à tel endroit, c'est pas pour rien, etc., etc. Et donc il y a les quartiers pauvres, il y a les quartiers riches, les cimetières pauvres, les cimetières riches, et vous êtes complètement, là aussi, complètement les pieds dedans. Et je me souviens de vous avoir entendu à la radio sur votre expérience californienne, où vous nous aviez parlé assez longuement de qu'est-ce que ça voulait dire d'habiter dans tel endroit plutôt que dans tel autre, d'habiter dans un quartier blanc. À revenu égal, habiter dans un quartier blanc, c'est pas la même chose que dans un quartier noir. C'est quelque chose qui structure profondément le livre, là aussi, j'ai l'impression. Oui, je pense l'insistance aussi sur la ville de Pointe-Noire, je trouve naturelle. Parce que quand vous prenez, par exemple, un des grands écrivains français actuels, Modiano, il gratte Paris hein, depuis longtemps avec des adresses précises. Hein. Voilà, vous allez vérifier la porte. Il sait qui habitait là-bas en 1942. Il y avait quelle boulangerie. Le cordonnier était de quel côté. Le pasteur et les chats. Donc, c'est une sorte d'ancrage. C'est important d'avoir comme ça, comme un lieu géographique littéraire dans lequel va se dérouler chaque scène que vous allez écrire. Donc, pour moi, j'ai besoin de cette sorte de repère géographique. Je ne sais pas si je continuerai à le faire ou quoi, mais j'avais vraiment quelque chose à dire sur cette ville de Pointe-Noire pour l'installer comme une ville romanesque, comme une ville de conte. Et je pense que quand j'avais commencé à la brosser dans des livres comme Demain j'aurai 20 ans, même bien avant les African Psycho, je voyais le côté urbain qui était là. Euh, African Psycho, c'est la ville, Petit Piment, c'est la ville, Lumière de Pointe-Noire, c'est la ville. Mais peut-être que je pense que là où est venu s'immiscer un peu de l'aspect traditionnel et l'aspect même des mythes, c'est depuis Mémoire de Porc-Épic et Le Commerce des allongés. Je peux dire que si on pouvait caractériser qu'est-ce qu'un livre africain, ce sont ces livres qui discutent de la question vraiment de ce qu'est le souffle, l'esprit de quelqu'un qui vient du continent africain. Quelles sont ses angoisses, quelles sont ses obsessions et quelles sont ses croyances. Mais cet esprit-là souffle autour des Ponténégrins, Ponténégrines, des gens qui habitent à Pointe-Noire. Parce que Pointe-Noire, c'est une ville carrefour. Les gens sont venus de toutes les régions et ils ont créé en quelque sorte de toutes pièces cette ville. Les habitants traditionnels qui sont là, qui sont appelés les Vilis, ils sont des côtiers, ils habitent sur la côte sauvage. Et c'est pour ça il est beaucoup question de la côte chez moi. Mais sinon, pour le reste, ce sont toutes les ethnies du nord, du centre, de l'est, de l'ouest, qui sont venues à Pointe-Noire, tout simplement parce qu'il y a le port maritime, donc ça donne une activité économique, et il y a le grand marché qui est très présent dans le roman. Le grand marché de Pointe-Noire, c'est le théâtre de la ville. Moi, parfois, quand je vais là-bas, je me mets au milieu du marché et je vois toutes sortes de personnages. Il y a des rites à l'intérieur. Les femmes qui ont des étals, voilà, qui vendent des pagnes, qui vendent du kaolin, qui vendent du gingembre. C'est un village. Il y a des gens, leur vie, c'est le marché. Quand ils sont dans le marché, ils sont heureux. Quand ils rentrent à la maison, ils sont malheureux. Ils ne rêvent que de partir demain au marché parce qu'ils sont dans leur royaume. Ils ont un rôle, ils ont une fonction sociale. Alors que quand ils reviennent à la maison, eh bien, on la remet dans un rôle plutôt subalterne. Et en même temps, dans votre soin à décrire la ville, dans votre précision, enfin, je ne suis pas allé à Pointe-Noire, mais j'imagine que tout ça, c'est repérable. Quelque chose qui m'a aussi frappé et que j'ai beaucoup apprécié, c'est qu'il y a en fait quasiment pas de pittoresque. C'est-à-dire que vous dites oui, bah, il y a un quartier où ça bouge autour du cinéma Rex. Donc nous, on se fait l'image d'un cinéma avec des boutiques un peu cheloues autour, tout ça. Il y a le quartier du Grand Marché. Il y a une différence entre des belles avenues et des avenues, des bidonvilles. On y reviendra plus tard. Pour autant, vous les décrivez pas vraiment. En- Parce que je pense que oui, ceux qui m'ont déjà lu
ont la description dans les autres livres. C'est-à-dire que, ben oui, c'est la même ville. Alors, si, je ne sais pas, San Antonio ne décrit pas Berrurier à chaque livre. Donc, ceux qui sont de la famille de Pointe-Noire, qui me suivent depuis longtemps, depuis que je suis né en littérature, quand je leur dis le quartier 300, ils ont déjà lu dans le Petit Piment. Pourquoi ça s'appelle le quartier 300? C'était à l'époque où la passe coûtait d'abord 500 par les prostituées congolaises. Puis les prostituées de Kinshasa sont venues baisser le coût à 300 et les Congolais ne voulaient plus payer 500, ils payaient 300 et on a commencé à appeler ça quartier 300. Imaginez si à chaque roman je répète l'explication, vous allez dire ma banque n'a plus d'inspiration, il est fatigué. Voilà, donc quand j'écris un roman que je dis quartier 300, j'incite les gens, si vous voulez en savoir plus, reculez de 4 romans derrière là-bas, retrouvez Pointe-Noire. Pour moi, tous mes lecteurs sont déjà aguerris. Quand je leur dis je vais au quartier Rex, c'est le cinéma Rex. Le quartier Roy, c'est le cinéma Rock. Quartier, l'hôtel Victory Palace, tous, ils savent que mon père était là. Il travaillait à l'accueil, il ramenait des livres à la maison. Et quand je mets la scène la plus peut-être importante de commerce des allongés, c'est passe à l'hôtel Victory Palace. Quand je décris, je vois mon père, mais le père n'est plus là. Je vois ces filles qui sont habillées avec des perruques vertes qui tombent jusqu'à terre. C'est des mineurs qui sont entourés par le pacha, le directeur du port de Pointe-Noire. Il a ramené les mineurs pour les hommes politiques qui viennent faire des conférences. Mais ils sont à l'hôtel Victory Palace parce que dans ces années-là, l'hôtel Victory Palace, c'est l'hôtel chic. Quand vous amenez quelqu'un là-bas, bon, il est tellement intimidé que, voilà. Donc, à chaque livre, on ne peut pas faire rattraper ceux qui ne savent pas qu'est-ce que Pointe-Noire. Mais en même temps, celui qui lit n'est pas obligé de savoir que c'est Pointe-Noire, puisqu'il veut se dire, oui, c'est un hôtel, c'est normal. On décrit quand même, il y a des rideaux qui coulent, il y a une table, ils sont assis, il y a une femme qui prépare, je sais pas, de la boisson, hein, on rentre, il y a des rues, etc. Mais l'histoire, la genèse, moi j'ai voulu qu'elle s'éparpille à travers tous les romans pour former justement ce qu'on appelle un univers. Hein? Même quand on lit à la recherche du temps perdu, quand il va faire le temps retrouvé, il ne va pas répondre encore. Bon, recommençons la description de l'église. Personne ne va lire ça. Hein? Ah oui, qu'il soit Proust ou pas, personne. Hein? Il y a un des personnages qui dit, enfin à un moment vous dites, un endroit que nos maisons, que les mauvaises langues appellent bidonville. Oui. Pourtant, quand on lit, ça ne semble pas être autre chose que des bidonvilles. C'est la meilleure partie. Les Blancs qui ont connu la plus belle vie en Afrique sont ceux et celles qui ont vécu dans les quartiers populaires. Parce que quand ils viennent, dans les premiers jours, on voit c'est un blanc, c'est une blanche. Bon, deuxième jour, c'est toujours les mêmes. Au bout d'une semaine, on a oublié qu'ils sont blancs. Ah oui, oui, hein, les blancs, ben, il va prendre derrière là-bas, vous voyez, le blanc, il monte, il va puiser de l'eau dans le trou. Et on a oublié, il est rentré dans le décor. Et il vit la vie la plus paisible parce qu'il va apprendre la langue, il va apprendre la nourriture, il va apprendre toutes les subtilités de la culture et on va commencer même à mieux le respecter parce que c'est cette personne étrangère qui valorise la culture des autres. La fierté que vous ressentez quand on parle de la culture française, si c'est un Français qui le veut, bon, c'est normal. Mais imaginez si on vous ramène un pygmée ici qui parle avec le subjonctif imparfait. Qu'est-ce que vous allez avoir? Vous allez dire, mais c'est pas possible, comment il a fait? C'est ça, c'est-à-dire que quand votre culture est peut-être protégée par des personnages inattendus, c'est là que la fierté gonfle les pectoraux, on est content. On se dit, ça, il y a quelque chose qui se passe là. Et donc, nous aussi, c'est la même chose. Il nous a manqué cet échange au moment de la rencontre de l'Europe et de l'Afrique. L'Europe est trop venue avec l'idée de sa supériorité et elle a regardé de haut des pièces qui allaient être plus tard essentielles même à son propre équilibre. Parce que, imaginez si à l'époque déjà, on va coloniser, mais on apprenait déjà aux enfants
de l'école coloniale. Ici, si on leur apprenait le Bambara, le Wolof, tout ça, mais on aurait résolu beaucoup de problèmes. On pourrait se chamailler, vous et moi, en Bambara, et puis on règle ça tranquillement. Parce que parfois, la langue française est fatiguée de trouver des moments. Elle ne peut plus tout résoudre, la langue française. On peut aussi se chamailler en français et régler ça tranquillement. Oui, mais aussi, vous avez vu ce qui se passe quand ils se chamaillent en français à la télé? Pas tout le monde, mais à la télé. Tout le monde a à raison. La télé. Voilà, tout le monde a raison parce que pas. personne n'a le sens de la parole. Voilà. On en est là. Mais c'est aussi parce que Oui. on va pas parler de la télévision, mais c'est vrai que c'est. C'est important quand même. Je sais pas. C'est là qu'on nous influence. Hein. Ce que je veux dire, c'est que avant, il existait à la télévision des émissions où se passait quelque chose d'assez proche de ça finalement. Deux personnes qui discutent, qui sont d'accord, qui sont pas d'accord, on s'en fout. Tandis que maintenant, c'est quelqu'un qui se lève, qui sort son speech, l'autre qui se lève, qui lit la réponse qu'il avait préparée avant d'avoir entendu le speech, etc. C'est peut-être tout simplement alors. Qu'on ait pu le faire en Bambara, c'est vrai que ça serait beaucoup plus intéressant de pouvoir le faire dans n'importe quelle langue. Moi, je peux m'engueuler en anglais, je peux m'engueuler en italien, je suis très content de le faire. C'est l'échange. C'est l'échange qui... C'est l'échange qui est important, parce que ce qu'on fait, c'est que la plupart de nos divisions sont nées du fait que nous ne nous connaissons pas. Et si on ne se connaît pas, les gens ont tendance à penser qu'ils ont raison avec leur civilisation. Alors même que les civilisations sont interdépendantes. C'est lié. C'est pour ça que nous formons un monde. Ce que nous voulons, c'est que nous soyons comme des 1000 pattes. Il y a beaucoup de pattes, mais elles travaillent dans la même direction. Voilà. Et par contre, donc, les convois funéraires n'ont pas le droit du quartier 300. Oui. J'ai trouvé ça savoureux, la manière dont les convois funéraires n'avaient absolument pas le droit d'aller dans les quartiers riches. Oui. C'était vraiment interdit par la police. Apparemment, c'était des murs infranchissables. Et vous dites que c'était ça que j'ai trouvé très rigolo, que c'était, qu'on l'avait interdit parce que c'était une sorcellerie pratiquée de jour. Oui. Avec des méthodes antédiluviennes. Oui. Et comme je suis français, que j'ai un rapport assez précis à la langue, je me suis dit, tiens, ça veut dire que si ça avait été une sorcellerie pratiquée de nuit avec des méthodes modernes, ça serait accepté. Du coup, je me demande est-ce que c'est qui n'est pas sous-jacent à tout ça, est-ce que chez les riches, en fait, les riches ne pratiquent pas une espèce de sorcellerie de nuit discrète. Voilà, c'est une sorcellerie discrète. Et... Curieusement, c'est chez les riches qu'il y a beaucoup de sorcellerie chez nous. Parce que vous voyez un des personnages, Sauva, le directeur du port. La femme en blanc. Voilà. Elle a toujours chez elle une sorcière. Et quand vous êtes riche, vous avez comme des domestiques, vous avez des gardiens de votre concession. Et à l'intérieur, vous avez toujours un ou deux sorciers, une ou deux sorcières qui vivent là 24 heures sur 24. Et ces sorciers ou ces sorcières ont pour mission de voir venir les choses, de vous expliquer ce qui va arriver, d'anticiper dans ce sens même. Et donc, moi, j'ai beaucoup vu la présence de ces sorciers chez certains riches, où ils étaient là pour la protection du patrimoine, pour la protection contre les mauvais esprits. Et moi, en prenant le personnage de la femme en blanc, donc la sorcière de ce riche-là, je voulais en faire une héroïne, c'est-à-dire une femme qui a été entraînée dans un rôle qui n'était pas le sien. Elle aurait voulu faire du bien. C'est pour ça que, voyant que son maître dérivait tellement, il a préféré vraiment en découdre au dernier moment, presque sans laver les mains, mais de manière tragique, de se dire non, là, on est allé trop loin, je ne peux plus continuer. Tu dois assumer les actes que tu as posés. Et si la sorcière ou le sorcier démissionne, mais qu'est-ce que vous allez faire? La personne qui était censée retenir l'arrivée des esprits a démissionné. Vous restez tout seul dans la parcelle. Les esprits sont en train de venir, vous faites quoi? Donc, vous êtes pratiquement abandonné par les forces de la tradition. Tout simplement parce que les traditions africaines les plus fortes
sont toujours orientés vers le bien, pas le mal. C'est-à-dire que, de la même manière que vous trouvez dans la Bible cette séparation manichéenne du monde, hein, d'un côté il y a le bien, de l'autre côté il y a le mal, vous avez les anges, puis vous avez les diables, c'est la même chose. Il y a des sorciers ou des sorcières chez nous qui sont là pour faire du bien, la guérison, peut-être aussi la protection, etc. Mais il y a des sorciers qui sont là aussi pour faire du mal, retirer la vie, voler les âmes, vendre les âmes, etc., etc. Et quand vous avez la chance d'avoir un sorcier ou une sorcière qui fait du bien, ça veut dire que vous avez toute la sagesse des ancêtres qui est là, qui vous apprend à être modéré, à être un peu communiste, à distribuer les biens que vous avez. Mais ce n'était pas le cas de plusieurs de mes personnages. Disons que c'était aussi le cas de plusieurs de vos personnages. Il y en a certains qui restent là-dedans. Vous dites, ou je ne sais pas si c'est vous ou si c'est votre éditeur qui le dit, la lutte des classes se poursuit jusque dans le royaume des morts. Alors c'est une phrase magnifique, c'est un postulat magnifique, mais est-ce que vous pourriez l'expliciter un tout petit peu? Oui, je pense. Il y a le parallèle qui est clair entre le cinéma. Oui, je pense que le parallèle, c'est qu'on voit toujours la lutte des classes dans la vie. Mais en installant l'idée selon laquelle la lutte des classes se poursuit même après la mort, c'est les conditions dans lesquelles nous sommes enterrés, la place que nous allons occuper de l'autre côté, et peut-être aussi la considération des cadavres. Regardez, il y a une tradition chez nous, quand vous mourrez, on va balader le cadavre dans toute la ville pour que le cadavre dise au revoir. Mais quand ça arrive vers l'entrée du centre-ville, les riches interdisent de faire rentrer les cadavres là-bas parce que il paraît que après le passage des cadavres, il y a des canettes de bière, il y a les gens qui ont fait qui ont uriné partout, la ville est sale, etc., etc. Donc de ce côté-là, il y a le fait que les riches repoussent ce qui rend traditionnel l'équilibre. Et ces riches-là qui sont là-bas, c'est quand même des Noirs, comme ceux qui sont pauvres. Sauf que ils sont entrés dans une autre catégorie sociale. Donc, ils ont créé une catégorie sociale. Ils vivent dans le centre-ville et ils ne veulent pas entendre parler de ce genre de pratiques. Donc, l'injustice va continuer au-delà parce que toutes les morts n'ont pas le même poids, tous les morts n'ont pas la même puissance de l'autre côté. C'est comme quand vous dites qu'il est plus difficile de rentrer au Père-Lachaise, enfin d'être enterré au Père-Lachaise que d'avoir la grecque. Voilà. Je pense que c'est vrai en plus. C'est vrai. C'est vrai. Nous tous, on peut avoir notre agrégation, mais on ne rentrera pas au Père-Lachaise. Hein. Ah oui. C'est aussi une phrase qui met en évidence une espèce de déterminisme social dont on a vraiment. Enfin, si vous n'êtes pas prototypé pour aller pour finir au Père-Lachaise, vous y iriez. Ça, c'était le discours du président, du conseiller du président, puisque à l'intérieur du livre, il est question de les morts allaient faire la grève parce que il y en avait marre de séparer les riches d'un côté, les pauvres de l'autre. Les familles riches ne voulaient pas que les pauvres soient enterrés chez les riches. Et les pauvres voulaient que tout le monde soit enterré au même endroit. Et donc, on a créé 2 cimetières. Et donc, ça a failli créer une sorte de casus belli, une sorte d'élément qui va causer peut-être une révolution dans le pays. Et donc, comme d'habitude, un conseiller du président est venu avec une idée en alertant le président de la République, attention, des petits détails comme ça peuvent entraîner quelque chose de grandiose. Puis il a expliqué tout ce qu'il y a eu chez le général de Gaulle en 68, le référendum. Et parce que le président veut faire un référendum, mais est-ce que vous voulez un cimetière des pauvres des riches? Il dit non. Les Congolais, dans les référendums, ils ne savent pas répondre. Ils ne répondent pas aux questions, ils posent d'autres questions. Donc voilà, ils répondent à côté et en plus le jour du référendum, les morts peuvent venir voter. Bon, je sais que chez vous ici ça existe, et voilà. Dans certains arrondissements, ça s'appelle bourrer les urnes avec les noms de ceux qui sont partis, mais chez nous ils se réveillent.
5 heures du matin, vous voyez des gens avec des couvertures arriver devant le bureau de vote. C'est pas encore ouvert, on ouvre pour eux. Ils viennent voter avec des pagnes poussiéreux, pouf, 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 pouf. Ils votent et puis ils gagnent les élections. Ah oui, oui, oui. Ils gagnent les élections. Vous voyez là, mais c'est qui ça? Tel, il habite où? De l'autre côté. Il y a l'adresse de là où il habitait quand il était vivant. Et si vous allez là-bas, il est là. Comment vous allez prouver que j'étais mort puisque vous n'étiez pas là? Donc il arrive, vous arrivez chez moi, je suis là. Quand vous partez, je retourne au cimetière. Voilà. Il a peur. Hein, non, non, j'ai pas peur. Je dis, mais vous avez tout à fait raison. Beaucoup retourner aux États-Unis. Ça s'est passé. Non, non, mais ça s'est passé dans quelques arrondissements célèbres à Paris. Oui, mais les Tibéris, bon. Hein, et voilà, voilà, ils ont des amis dans les cimetières, c'est normal, c'est bien. Hein, ils ont des prédécesseurs, donc voilà. Et le titre, le commerce des allongés, c'est évidemment le vieux sens du mot commerce, la fréquentation, la relation, mais ça marche aussi avec le commerce, le business autour des morts, puisque alors, vous décrivez d'une manière presque ethnologique l'organisation des funérailles, les dons, les collectes, etc., ce que ça coûte. Mais il y a aussi des sorciers qui, alors vous l'avez évoqué, qui marchandent les âmes, qui trafiquent, etc. Il y a les choses qu'on gagne en tuant ou en oubliant d'aider à ne pas mourir, etc. Il y a vraiment tout un business, vous décrivez tout un business autour de la mort. Je pense que c'est là qui fait aussi le commerce, du fait que le commerce, c'est déjà l'échange, mais c'est aussi tout le trafic qui se passe là. Quand on dit une rue commerçante, on a toujours tendance à penser que c'est parce qu'il y a la boutique des commerçants. Parce qu'il y a un trafic là, hein. Il y a le commerce des hommes et des femmes, tout le monde passe à gauche et à droite, s'arrête, achète ou n'achète pas, discute, voilà, je sais pas, se lance dans les enchères. Et donc moi je pense que le commerce ici était le mot qu'il fallait pour le titre, parce que le titre, au départ, le titre que j'avais donné, c'était le jardin des allongés. Et je trouvais que le jardin ne symbolisait pas du tout le truc, mais le commerce des allongés, ça faisait quelque chose d'encore plus kabbalistique, plus mystérieux. Il y a même des Congolais qui, en lisant les titres, commençaient déjà à faire l'exégèse d'un livre qu'ils n'ont pas lu. Il a dit, c'est le commerce que font les francs-maçons congolais et qui vendent des ossements. Donc ils avaient, voilà, directement caractérisé. Ah oui. Et donc quand ils avaient fait ça à Lyon, j'avais pris une capture et j'avais mis dans les réseaux sociaux comment on peut vraiment donner à un livre une explication qui n'est pas la sienne. Et ce qui arrive à Lewa, c'est quand il arrive à retourner jusque là où il habitait, derrière Joli Soir, vous dites, le narrateur dit qu'il va rentrer dans le plus long rêve de sa mort. Oui. Et cette expression revient souvent, oui. Et j'avoue que je ne comprends pas exactement ce que ça recoupe, l'histoire de... Ouais, parce qu'il est déjà... son existence au moment où il se réveille sur la tombe, il a l'air déjà d'être un peu onirique, etc. Mais il y a un passage, alors je crois que c'est le fait de manquer de se voir de peu qui déclenche ça. En fait, au moment où il aperçoit l'endroit où est son corps, vous lui dites, tu vas rentrer dans le plus long rêve de ta mort. Et vous le dites 3 ou 4 fois, vous parlez de cette séquence comme le plus long rêve de sa mort. C'est même le titre de toute une partie, le plus long rêve de ta mort. Quand vous êtes mort, vous êtes censé avoir fermé les yeux pour toujours. Mais comme il est vivant, comme il a ressuscité, eh ben, il va se mettre dans une certaine situation presque de somnolence qui va faire qu'il va revivre les 4 jours de ses funérailles. Donc ça sera le seul moment peut-être de sa mort où il fera vraiment cette longue rétrospective. Il va revoir tous les personnages, les conditions, comment on est en train de le pleurer, comment les gens sont en train de danser, comment les gens sont en train de converger vers la maison. Il va voir sa grand-mère, il va voir leur maison en bois, tout ça là, qu'il avait commencé à construire, la petite chambre qu'il occupe à côté de la grand-mère, etc. Il va voir l'ensemble. Et derrière cela, ça permet au lecteur de rentrer dans cet univers et petit à petit, quand il va revoir également
les conditions de sa mort, c'est là que s'ouvre petit à petit aussi la clé même de l'ensemble de l'intrigue, puisqu'il a vie au dernier moment. Jusqu'au réveil de ce long grand rêve, c'est là que le roman vient se croiser. On rentre maintenant dans le présent où vous le voyez descendre cette rue qui s'appelle la rue du Repos. C'est la même rue que vous avez, c'est la rue qui est au Frère Lachaise. Il y a la rue du Repos, donc là-bas aussi, on en a, c'est la rue du Repos. C'est bitumé, donc il est en train de descendre tranquillement la rue avec un épieu à la main. Donc on a une image, et les voitures qui viennent la nuit, ou les camions, qui lancent comme ça les lumières, ils voient seulement quelqu'un qui est bien sapé, tel que vous avez vu sur la couverture, voilà, veste en crêpe orange, enfin, voilà. J'avais porté ça juste pour la circonstance. Voilà, des chaussures rouges, des éléments. Imaginez, vous voyez comme ça, à 3 heures du matin, quelqu'un qui est sapé comme ça avec des chaussures, triple semelle, salamander, qui est en train de marcher. Il a caché son épieu derrière. Vous dites, mais il va où? Et il descend petit à petit vers la ville. Et là, nous assistons au dénouement de ce roman jusqu'à arriver dans le quartier, arriver dans la ville et faire ce qu'il avait à faire pour un peu que la prophétie puisse se réaliser. Et alors justement, il y a un autre truc que j'ai trouvé aussi intriguant, parce que c'est une phrase très, très précise et qui revient à 2 reprises très rapprochées, c'est... là c'est à peu près. Hein, ouais. C'est pitoyable ces gens qui meurent et qui ne savent pas quoi faire après. C'est la phrase du livre. Hein. Ouais. Ah ben oui, parce que normalement vous êtes mort, c'est bon, mais vous êtes ressuscité, qu'est-ce que je vais faire? Donc il est obligé de prendre des conseils, parce qu'il ne s'attendait pas. Il a l'éternité devant lui, donc comment il va faire? Est-ce qu'il va passer son temps à chercher à se venger, ou bien se ranger comme tout le monde dans leur petit coin et à vivre leur mort jusqu'à l'éternité aussi? Donc, il y a une troisième possibilité, c'est celle de la femme corbeau, qui est je ne sais plus exactement ce qu'elle dit, mais oui. Il faut favoriser l'amour, je crois. Ou favoriser oui, la femme corbeau, qui est le dernier personnage avant que l'action finale ne se fasse, c'est qu'il va croiser cette femme, qui est considérée comme la Jeanne d'Arc congolaise, Kimpa Vita, on l'appelait, et même condition de mort que brûler la Jeanne d'Arc d'ici, hérésie, etc., etc., et cette femme qu'elle va croiser a le visage brûlé. Cette femme va lui donner le conseil en disant que, puisqu'au moment où il s'apprêtait à descendre dans la ville, il lui dit, alors, quand vous avez eu la chance de ressusciter, d'avoir une sorte de deuxième vie, si vous voulez descendre chez les hommes et les femmes, chez les êtres humains, chez les vivants, il ne faut le faire que pour rendre les gens heureux ou bien procurer de l'amour à ceux qui en ont manqué durant toute leur vie. Mais est-ce que lui, le personnage qui va descendre dans la ville, il va pour faire le bien, il va pour faire répandre de l'amour ou bien pour répandre de la haine? Donc ce conseil était fondamental. C'est pour ça que je vois que c'est plutôt un conte dans le sens où on a une sorte de moralité qui se trouve là, par le biais de cette femme-là, vers la fin. C'est aussi un roman de formation, parce qu'en fait, le jeune homme, Lewa, qui est décrit comme avoir été très brillant, très vif quand il était jeune, en fait, il va trouver un moyen de faire tout ça à sa manière. Effectivement, c'est pas forcément bien de se venger, surtout quand on a d'autres objectifs. Mais en tout cas, lui, comme il est suffisamment éclairé pour arriver à faire quelque chose, bon, là, pour le coup, pour ceux qui l'ont pas lu, on peut pas dire, mais c'est... Voilà. Je trouve qu'il s'est pas mal débrouillé quand même. Il s'est pas mal débrouillé, je trouve aussi. Ouais. Et vous, à propos ça restera entre nous. Hein. Ah, oui, ou entre nous, entre ceux qui l'ont lu également, ceux qui ont parfaitement compris. Et à propos de pas mal se débrouiller, est-ce qu'il y a un passage dans le livre, ou un moment, ou quelque chose quand vous travaillez sur cet ouvrage, où vous avez pris particulièrement du plaisir? Est-ce qu'il y a eu un moment où vous vous êtes dit, ah ouais, là c'est bien, ça c'est bien?
Donc la fatuité du créateur, non? Non, 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 pas du tout la fatuité. En fait, si je vous avais pas posé la question, vous en auriez peut-être jamais parlé. C'est pas de la fatuité. Non, mais je pense que quand on écrit, chaque lettre est importante. Chaque mot est important. Chaque image est nécessaire. Pour avoir 10 francs, il faut passer par 9, 8, 7, 1. Donc, même dès la première phrase. Et puis, il faut que ça coule pour avancer. Quand vous écrivez, tout est important dans le roman. Tout. C'est une maison que vous construisez. Si l'architecture est mal faite quelque part, ça peut tomber. Donc, évidemment, même les parties où ça va couler comme sur des patins en roulette, mais c'est parce que vous avez préparé bien le terrain bien avant. Donc, moi, je pense que ça forme un tout. Et moi, comme je n'écris pas avec un plan, je n'ai jamais fait un plan dans ma vie. Quand j'étais à l'école, j'étais nul dans les trucs, faites un plan, introduction, voilà, présentation, puis développement, analyse. Non, 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 non. Moi, hop, j'allais directement. Moi, même quand je mange, je vais directement à l'emploi des résistances. Voilà, les trucs, l'entrée, les fromages, le café, l'apéritif, la cigarette. Non, 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 non. Donc, je pense que le plaisir de l'écriture est un tout. Le moment où vous êtes là, vous tournez en rond, vous sentez qu'il y a une idée, vous voulez l'écrire, ça ne vient pas. Et moi, je suis plus auditif. Je dois écouter les romans. Et après, une fois que j'écoute, il faut que je le vois. Parce que je n'ai pas confiance dans ceux qui sautent directement sur les trucs et puis qui se mettent immédiatement à sortir tout ce qu'ils ont dans le ventre en disant que voilà, on est bon, faut faire vite parce que la rentrée littéraire arrive. Non, moi je suis, voilà, je dois écouter. Et si j'arrive pas à écouter, eh ben, je mets les chansons d'autrefois, de cette même époque que ma mère écoutait. Je vais mettre les taboulés à l'Olympia, première partie de Johnny Hallyday dans les années 70. Voilà, j'écoute Taboulé qui chante ce soir sur la rivière, petite lumière. Voilà, écoute ma prière. J'ai dit, ah, c'est un bon poème. Et puis ça commence, je vois la rivière, je vois la petite gazelle dont il parle là. Et puis ça commence à faire la scène de l'irruption de la tombe. L'habillement, comment. Quand j'avais eu l'idée, par exemple, de la veste en crêpe orange, le pantalon qu'aimait ma mère, c'était un pantalon à pattes d'éléphant en crêpe en orange. Donc, si elle était encore vivante, elle allait dire, mais tu as un problème avec mes habits. Donc, voilà. Donc, ça, c'était convoqué parce que j'avais mis une chanson qui s'appelle Massoua, c'est-à-dire, en fait, le bateau entre le Kinshasa et Brazzaville. Nous sommes les capitales les plus rapprochées au monde. Donc, pour aller d'un point à un autre, on prend le bateau. Certains prennent la pirogue. Donc, le bateau, c'est Massoua. Donc, ça traverse le fleuve. Et il y a une chanson qui a été faite par les Bantous de la capitale. C'est l'un des plus grands orchestres du Congo-Brazzaville. Et les Bantous de la capitale, la chanson était chantée par un chanteur, Pamelo, et ça s'appelait Massoua, le bateau. Et moi, quand j'écoutais cette chanson, ça m'énervait parce que chaque fois, je savais qu'il y aurait un cavalier qui allait danser avec ma mère et ça va durer. Et ils vont se mettre à parler après sa chanson et moi, je vais aller faire la délation sur mon père. Donc quand j'écoutais ça, donc le bateau est parti, voilà, il l'a mené de l'autre côté de la rive, il ne reviendra plus jamais. Ah là là, ça me faisait des soucis, quoi. Et on arrive à la maison, ma mère met encore Massoua, mais je sais qu'elle met Massoua, c'est pour penser aux mecs avec qui ils ont dansé. Et moi, j'explique à mon papa, il ne comprend pas, quoi. J'ai dit, mais tu sais, Massoua, là, ils ont dansé ça. Ah, tais-toi, mange. Et puis je mange, voilà, quoi. Et donc, quand j'ai mis ça, et puis je vois des choses, et je deviens comme un greffier. Voilà. Je vois une danse, je vois quelque chose, je vois un personnage, et j'ai commencé à écrire le personnage bossu. Les romans ne commencent pas toujours comme vous les lisez. Parfois, on a commencé à écrire un personnage de la fin. Moi, j'ai vu le bossu qui chantait et hop, j'ai commencé à écrire ce bossu-là, voilà, qui est répétition, tout, qui sort, tout. Et puis, ça s'est mis à côté. J'ai respiré et puis j'ai commencé à écrire autre chose. Et au fur et à mesure, c'était comme des
des puzzles que j'allais prendre. J'ai dit, mais ça devait être là. Celui-là, tu passes là. Pourquoi tu es pressé d'être ici? Et alors voilà. Et, et puis après, une fois que j'ai placé tout le monde, j'ai fait des coutures. Là, il y a un truc, voilà, j'ai fait des coutures. Pour que vous ne voyez pas les fils, je les mets de la même couleur que les horizons. Donc, vous ne voyez pas là où j'ai cousu. J'ai tout caché. Masqué, 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 masqué. Et vous, quand vous arrivez comme ça, vous arrivez à table, le plat, il est bien présenté, les aliments sont là, vous n'avez plus qu'à mettre le torchon autour de votre cou et de manger. En ignorant les difficultés rencontrées par le cuisinier. Voilà. Merci beaucoup. Il y a un petit morceau qui se voit quand même, mais c'est normal, c'est dans les petits contes au cimetière. Il y en a un que vous aviez déjà utilisé avec le musicien, justement. Mais parce que c'est un livre que j'écrivais depuis. C'est pas parce qu'un livre est sorti maintenant que, on l'a écrit juste. Les livres, moi j'ai aujourd'hui des manuscrits que j'ai commencé, j'avais 27 ans. Aujourd'hui j'ai 56 balais. Et parfois j'appelle ça mes poubelles. Je vais ouvrir ma poubelle, je dis, oh, mais ça c'était bien ça. Comment j'ai pas vu ça? Et hop, je prends, je le sors. Vous auriez dû faire un plan. Voilà, donc, comme voilà, il y avait le bossu, il était déjà là. Et quand la Croix m'avait demandé une nouvelle, je leur avais donné une nouvelle. Mais une fois que je repasse pour le roman, ce n'est plus le même bossu, puisqu'il a un destin encore plus vaste, une profusion, etc. C'est ça maintenant le travail de l'écrivain. Ce travail-là de rattacher un grand destin, ce sont les coutures. Tu lui donnes une autonomie de telle sorte que dans ce livre, on peut détacher chaque personnage, il n'y a pas de problème. On prend un chapitre, par exemple, du gardien du cimetière, à lui tout seul, c'est un livre à part. On prend le chapitre de la femme corbeau, à lui tout seul, c'est un truc. On prend le chapitre de la femme, la mère des jumelles, c'est la même chose. On prend le chapitre de Papa Bonheur, le gourou, hein, le gourou là qui aime les albinos, vous mettez à côté, c'est un chapitre à part. Ce sont des contes avec des intermèdes. Et la danse se joue ensemble grâce aux coutures. Bon, mais voilà, ça répond à la question que je me posais, c'était pourquoi c'était aussi fortement structuré. C'est qu'en fait, c'est des choses mises bout à bout, mais dans le bon ordre. Mais c'est pour ça qu'il y a 3 parties avec chaque C'est comme ça qu'on fait la titre. maison. Si on vous enlève la maison, là, vous allez voir que on n'avait pas amené directement l'immeuble, on l'a posé. On a commencé même par trouer là, en bas là. Et puis on a mis des fils, où tu as dit, mais les fils là, ne t'en fais pas, tu verras, tu vas avoir besoin de ça pour charger ton portable. Et puis enfin là, on monte, c'est comme ça. Après, mais je ne savais pas que c'était des bouts en bout, mais c'est comme ça le travail de tous les romans. Il y a d'abord le squelette. Un squelette, est-ce qu'il est constitué des mêmes os? Non. Il y avait les clavicules, il y avait les phalanges, les petites, les tout. C'est comme ça que je fais le roman. On te laisse un squelette par terre, on te dit, voilà, fais un personnage. Remonte-le. Voilà. Là, je vous ai donné les clés du cours qu'on fait souvent dans Creative Writing, quand j'enseigne de temps en temps à mes étudiants américains les techniques du roman. Parce que vous êtes professeur de Creative Writing, de littérature française, de civilisation, vous êtes éditeur, vous êtes romancier, vous écrivez aussi des essais. Vous trouvez le temps où, sans faire de plan? Il y a tout, le temps est élastique. Hein. Chez nous, le temps n'est pas du cuir où vous tirez, ça se casse. Le temps doit être élastique. Je trouve du temps quand les autres dorment. C'est important d'écrire quand les autres dorment parce qu'on ne les entend pas. Et puis, on a beaucoup à gagner dans la distance. Quand j'écris, je n'écris pas en France. J'écris aux États-Unis où tout le monde parle anglais. Donc, je peux être quelque part, même au milieu de la foule. Ils parlent leur anglais, mais moi, je suis en train de réfléchir en français. Je suis en train d'écrire tranquillement. Et puis moi, je peux écrire un roman en faisant 3 mois d'intensité. C'est-à-dire du matin jusqu'au soir, je suis là. Sur le même roman. Du matin jusqu'au soir. Ça équivaut à celui qui a écrit pendant 3 ans. Sauf que j'ai pensé, j'ai les éléments, et puis je me suis dit, tiens, il y a un personnage que j'avais commencé à décrire, c'est là qu'il doit être. Je vais aller là-bas, j'ouvre les tiroirs, je dis, viens ici,
Je vois s'il a le même visage que les autres. S'il mérite un peu de toilettage, je lui donne d'autres habits et hop, il rentre dans la danse. C'est comme ça. C'est-à-dire, tout ce que vous décrivez, faites l'expérience. Hein, vous allez dans la rue, ce que vous voyez, décrivez, mettez à côté. Décrivez, mettez à côté. Un jour, quand ça s'est empilé, ça fait quelque chose. Ce qui vous reste à trouver, c'est seulement le lien entre toutes ces histoires que vous avez décrites. Et ça s'appelle rumeur d'Amérique. Voilà. Merci beaucoup, Alain Mabankou. Merci beaucoup. Merci. Il est d'usage qu'on garde une petite dizaine, un petit quart d'heure, une petite dizaine de minutes, un petit quart d'heure pour des questions du public. Si vous voulez que je vous prête le micro, il faut lever la main. Personne. Tout le monde est d'accord. Tout le monde est d'accord. Ah non, on a une réponse. Ah non, il y a quelqu'un. Alors, ah. Madame avait en premier. Merci. Plusieurs questions, mais je vais le faire très très vite. Il n'y a pas de problème. Merci, c'est magnifique. Merci d'être ici. Est-ce que vous avez été traduit dans d'autres langues, des langues locales voilà. Et est-ce que vous avez lu des critiques par des personnes qui ont lu vos romans, mais en traduction de cette langue locale? Voilà, ça c'est la première question. Langue locale, c'est-à-dire en Afrique? En Afrique, voilà. Pas les Espagnols non. Enfin, les langues un peu moins universelles, je veux dire. Ok, d'accord. Après, deuxième des questions, c'est François-Xavier Fauvel. Il était ici il n'y a pas longtemps. Oui. Qu'est-ce que vous en pensez de son travail, un petit peu, si vous avez envie de parler un petit peu. Après, la restitution des œuvres d'art. Benin avec les totems, tout ça, il donne un peu l'exemple. Donc, du coup, qu'est-ce que vous en pensez un peu de ça? Et puis, je vais m'arrêter là, peut-être. Bon, les langues locales, c'est difficile parce que beaucoup de nos langues au Congo-Brazzaville sont des langues qui sont restées au stade de l'oralité. Donc, même si on traduit, on risque de le faire avec l'alphabet que nous avons aujourd'hui. Ça ne veut rien dire puisque 99,9% des gens ne vont pas le lire. Parce qu'on n'a pas... Moi, je n'ai pas appris la littérature en lisant des livres en lingala ou en munukutuba. Et la plupart de ces langues ont été mises à l'écrit par des prêtres blancs, des missionnaires de l'époque. Mais ils l'avaient fait juste pour répandre la parole de Dieu. Donc, ils avaient fait pour la Bible, pour les besoins du catéchisme. Donc, il n'y a pratiquement pas d'écrivain, en tout cas que je connaisse, au Congo, qui ait des traductions dans une autre langue dans une langue locale, puisque ces langues, par essence, sont des langues de conversation et non des langues d'écriture. L'administration se fait en français là-bas. Donc, sinon, c'est traduit dans les langues que vous dites universelles. Donc, voilà. Quoique parfois certaines langues, leur universalité serait contestée parce que quand vous avez 100 millions de personnes qui parlent lingala en Afrique et une petite langue, je ne sais pas, d'Europe de l'Est qui va venir nous dire qu'elle est plus universelle que le lingala, c'est quand même culotté. Hein? Donc voilà, c'est ça aussi. C'est peut-être ça. Donc il y a à peu près dans une vingtaine de langues, c'est traduit. Certaines langues, je ne sais pas, grec, hébreu, finlandais, finnois, je ne sais pas. C'est souvent, je vais dans ces pays-là pour les traductions. Bon. La langue plutôt africaine, beaucoup de traductions, c'est le swahili. Le swahili, c'est une langue au moins où il y a une littérature, il y a une vraiment profusion de l'écriture. L'autre serait peut-être chez les Sénégalais, le wolof. Je sais qu'il y a beaucoup. Il y a une littérature écrite en wolof, etc., etc. Mais là encore, il y a un manque de traducteurs. Même si je suis africain, je ne parle pas le wolof. Donc j'ai besoin qu'un Africain s'intéresse à mes livres pour les traduire en wolof. Or, ils ne viennent jamais. Donc, ils laissent ça à la portée des langues universelles. Donc, dans ce sens. Alors, Xavier Fauvel, je n'ai pas de problème spécifique à lui reprocher ou quoi que ce soit. Je sais qu'il y en a qui lui jettent la pierre à gauche et à droite,
Nous, on l'avait invité à Los Angeles, il était venu enseigner, c'est un historien, voilà, il a une courtoisie, chaque fois qu'il sort un livre, il me l'envoie. Il est rentré après moi au Collège de France pour parler de l'Afrique, donc il avait une obséquiosité à mon égard que j'ai trouvé gentille et je lui rends la même gentillesse. Et après, maintenant, dans les travaux scientifiques, il y a toujours des gens qui vont tout sauter sur ah, pourquoi ça? Il y a des Africains qui ne voudraient pas que ce soit Fauvel qui enseigne l'Afrique parce qu'il est blanc. Moi, ce n'est pas mon problème. Peu importe la couleur du chat, pourvu qu'il attrape les souris. Et voilà. Et ce n'est pas toujours la poule que vous voyez là. La poule peut pondre un œuf, mais demander à la poule de faire une omelette, il n'arrivera jamais. Voilà. Et voilà. Merci beaucoup. Si, je crois qu'il est temps de passer. Il y avait une autre question. Il y a mon petit frère Bateza qui... C'est Bateza. Hein? Ah, ouais. J'ai reconnu le visage. Hein? Oui, merci. Voilà. Quand j'ai lu votre roman, en fait, j'ai pensé à des sociologues de mon pays, puisque je suis congolais. Et j'ai principalement pensé à Pascal Makambila, qui a écrit un document sur la portée du nom. Et il expliquait que chez les Bantous en général et chez les Congos en particulier, le nom influence la personne et le destin de la personne. Puisque le nom, lui, il définit l'essence et l'essence précède l'existence. Donc rien que par le nom de l'individu, on se fait une idée de ce que la personne pourrait vivre ou aurait vécu. Mais chez vous, lorsque je lis le roman, je me demande si vous tenez compte de ce détail, parce qu'il y a des noms, pour ceux qui comprennent bien les langues de chez nous, Liwa et Kimanga ou encore Papa Bonheur en français, c'est des noms qui, je me dis, me donnent une idée déjà du personnage. Est-ce que c'est dans ce sens que vous nommez vos personnages ou Oui, je pense que c'est l'avantage que nous avons peut-être en tant qu'écrivains africains, écrivant dans une langue qui n'était pas la nôtre, mais qu'on a reçue par le biais de l'histoire. C'est-à-dire qu'on peut avoir une double écriture. Quand j'écris, la manière avec laquelle les gens vont me lire, ben, les Congolais vont lire autrement. Parce que les Congolais sont à l'intérieur. Donc, quand je donne un nom d'un personnage, mes noms en général, ils sont dans les langues pas du tout universelles. Donc, les noms, généralement, je donne les noms en lingala. Pour vous, c'est un nom. Vous avez dit tout à l'heure Liwa. Bon, Liwa, ça veut dire la mort. Et Kimakingai, c'est-à-dire la mort m'a fui. La mort a eu peur de moi. Mais le Congolais qui lit, il dit « Oh, mais comment il s'appelle la mort m'a fui ?» Donc, pour eux, on rentre toujours dans cette conception de l'Afrique où on ne donne pas le nom à quelqu'un de manière bon, on a fait un enfant, aller fouiller dans le calendrier, quel prénom. Non. Il faut donner à l'enfant le nom des circonstances de sa venue au monde. Voilà. Si, par exemple, l'enfant est né dans une bananeraie, vous l'appelez Makondi, c'est-à-dire les bananes. C'est son nom. Vous ajoutez le nom d'un ancêtre, voilà, les bananes Jean-Pierre. Jean-Pierre les bananes. Donc, on dit, ah, il était né là, dans la bananeraie, c'est pour ça on a célébré cette chose. Donc, dedans même, il y a un président qui s'appelle, il y a un personnage qui s'appelle Papa Mokonzi, c'est-à-dire le président, le tout-puissant est arrivé. Les Congolais, ils vont lire le nom à lingala. Mais j'essaye toujours par le biais même de la narration plus tard, de faire de sorte que le lecteur qui n'est pas dans la sphère culturelle congolaise va petit à petit comprendre de quoi il s'agit. On va voir le côté grandiloquent du personnage, voilà. Et parfois, il m'arrive d'expliquer. Par exemple, Liwa et Kimakinga, ce prénom, dans le livre, c'est expliqué. Mais je sais que c'est depuis Vercassé, mémoire de Porc-Épic, les noms qui sont là. Les Congolais, quand j'arrive, ils le lisent à leur manière. Et ils vont dire, ce monsieur-là, c'est le président de la République. L'autre, c'est le ministre des Affaires. Donc, ils collent le nom directement aux personnes qui sont vivantes. Alors, quand je donne, parce que parfois je prends le prénom d'un ministre vivant, mais je donne 4 noms derrière qui ne sont pas ça. Il dit non. Il parle de Florent Tsiba, qui était le ministre au comité militaire du parti, immédiatement. Et ils ont raison. Parce que c'est comme on dirait, je vous parle, vous,
Vous savez de quoi je parle, mais je reviendrai vers vous plus tard. Donc c'est un peu cette sorte de nomination qui est très très importante pour nous ici, où l'individu ne reçoit pas un nom par une certaine, un hasard de calendrier, ou bien le monsieur qui voulait donner un prénom qui l'intéressait. Non. Le nom a une influence sur les destins de l'individu. Voilà. Merci beaucoup, Alain Mabankou. Merci.